Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, vice-président du Front National. On va revenir sur la manifestation de samedi à Bobigny de soutien à Théo. Est-ce qu'il fallait autoriser cette manifestation selon vous? Bon, écoute, on en a interdit pour moins que ça, donc on est en état d'urgence, donc je ne pense pas, non. Je pense qu'en situation d'état d'urgence, on savait très bien que ça allait dériver. Le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Où est le gouvernement? Où est l'État? Ça fait plusieurs nuits, plusieurs soirées qu'on voit des bandes de racailles, il faut appeler les choses par leur nom, qui saccagent, qui brûlent, qui violentent, jusqu'à mettre en danger la vie d'une fillette de 6 ans dans une voiture qui aurait pu être brûlée vive. On voit des policiers blessés, on voit des cars de police et de journalistes d'ailleurs être brûlés. Où est l'État? Où est le gouvernement? Que dit-il? Rien. On paye là des années et des années, des dizaines d'années de laxisme sous la droite et sous la gauche. On paye l'effacement de l'État dans ces quartiers, la constitution de zones de non-droit, qui sont toujours des zones d'un autre droit. Le droit des caïds, le droit des bandes, le droit des racailles, le droit des islamistes aussi, dans certains cas. Vous comprenez la colère quand même qu'il y a aujourd'hui autour de cette affaire Théo? On sait que vous, au Front National, vous avez tout de suite pris la défense des policiers. Est-ce qu'il faut être peut-être plus mesuré dans cette affaire? Non, nous demandons, nous, à ce que l'enquête aille jusqu'au bout, et nous avons simplement dit il ne faut pas jeter l'opprobre sur toute une profession. L'immense majorité de la police nationale et de la gendarmerie fait extrêmement bien son travail dans des conditions de plus en plus difficiles. Il faut être capable de le dire. Nous demandons même la présomption de légitime défense pour les policiers. Maintenant, la contrepartie de cette présomption de légitime défense, c'est un comportement exemplaire. Et s'il y a des gens qui ne se comportent pas de manière exemplaire, alors ils doivent être punis sévèrement. Là, il y a pu avoir bavure ou pas? Écoutez, c'est pas à moi de le dire. Il y a un rapport de l'IGPN, l'Inspection générale de la police nationale, qui ne va pas en ce sens. Bon, mais un viol accidentel, vous, ça vous paraît possible? Un viol accidentel, non. Ce ne serait plus un viol dans ce cas-là, ce serait autre chose. Mais de toute façon, je crois que vous savez cette affaire Théo, et on souhaite tous que ce jeune homme soit dans des conditions de bonne santé le plus rapidement possible. C'est pas l'affaire. Le problème, c'est que cette affaire Théo est prise comme prétexte aujourd'hui par des centaines d'individus, comme l'a dit la préfecture de police dans son communiqué hier soir, des centaines d'individus violents qui prennent prétexte de cette affaire pour casser, brûler. Alors, est-ce que l'État va remettre l'ordre dans ces quartiers-là? Est-ce qu'il va reconstituer des effectifs de police et de gendarmerie? Je rappelle que sous Fillon, on avait supprimé 12 500 postes de policiers et de gendarmes. On le paye chaque jour. Marine Le Pen propose sur le mandat 15 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Est-ce qu'on va se donner les moyens? Là, c'est la police de proximité qu'il faudrait? Mais la police, on peut l'appeler police de proximité, même si ce terme aujourd'hui a été idéologisé. Tout simplement de la police qui soit là, qui assure une présence. Vous savez, un policier, c'est là pour rétablir l'ordre, mais ça sait aussi discuter, ça sait aussi comprendre les situations. Ils sont formés aussi pour ça. On sait qu'il y a le terme bamboula qui a été prononcé, qui est évidemment condamnable. Est-ce qu'il faut faire attention aux mots des deux côtés? Comment ça, des deux côtés? Du côté des policiers et du côté des racailles. Je ne mets pas du tout les gens sur le même plan. Il y a des policiers qui sont tout à fait estimables. Ce mot-là, évidemment, n'est pas acceptable. Mais les personnes, les voyous, les caïds, les bandits, ceux qui brûlent, eux, leur place, c'est en prison. Voilà, c'est en prison ou c'est à l'extérieur des frontières nationales s'ils n'ont pas et c'est à l'extérieur des frontières nationales s'ils n'ont pas la nationalité française. Vous voyez, ceux qui ont mis le feu à une voiture où il y avait une gamine de 6 ans à l'intérieur. S'ils sont étrangers, c'est dehors immédiatement. Alors, dehors immédiatement. S'ils sont français, c'est prison pour de très très longues années. Il y a une polémique autour de cette petite fille. Les policiers ont dit l'avoir sortie de la voiture. En réalité, c'est un jeune. Les policiers ont parfois un rôle un peu trouble, non, dans cette affaire? Le principal, c'est qu'elle a été sortie et qu'elle soit saine et sauve. C'est le principal. Et si c'est bien le jeune qu'on nous a montré, bravo à lui, félicitations. On va écouter Jacques Toubon qui s'est exprimé au sujet de cette affaire. Il prône des récépissés pour lutter contre le contrôle aux faciès. Je crois qu'il faudrait que quand il y a un contrôle, soit délivré par le policier ou le gendarme qui fait le contrôle, une attestation nominative enregistrée pour la personne avec un double anonyme. Une telle attestation, d'abord elle nous apporterait une comptabilité. On saurait combien il y a de contrôle d'identité. On ne le sait pas. Elle nous apporterait des indications sur les lieux où ça se passe. Elle nous apporterait des indications sur les motifs. Alors le récépissé, c'était une promesse faite par la gauche qui n'a pas été réalisée. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée? C'est-à-dire qu'on met en accusation la police en fait, c'est ça.
C'est-à-dire qu'elles vont aujourd'hui être équipées de caméras. Oui, c'est une idée complètement à côté de la plaque. Je ne veux pas dire plus que ça. Et écoutez, ce sont des professionnels qui font leur travail. Si on considère que ce sont Il n'y a pas trop de contrôle d'identité aujourd'hui? C'est pas à nous de le dire. C'est pas à nous de le dire. Est-ce qu'il y a trop aujourd'hui d'actions en faveur de la sécurité en France? Non, il n'y en a pas assez. Mais ce que disent les jeunes dans les banlieues, ils disent on est tout le temps contrôlé plusieurs fois par jour. Est-ce que ça, c'est pas un problème? Non, les quelques oiseaux qu'on voit devant les caméras et qui font leur fier et qui font leur malin. Mais est-ce que c'est vrai tout cela? Bon, moi je ne crois pas par principe les quelques racailles qui s'agitent derrière vos confrères à chaque fois qu'ils voient une caméra de télévision. Ces gens-là ne sont pas représentatifs de la population qui habite là-bas. D'ailleurs, moi j'appelle toute la population qui habite dans ces quartiers, quelle que soit l'origine, quelle que soit la religion, je le dis très clairement, de ces Français qui habitent là-bas, eh bien mobilisez-vous pour votre sécurité, pour votre tranquillité et celle de vos enfants. La seule mobilisation, effectivement, ce ne sera pas de faire confiance aux personnes qu'on vient de voir à la télévision et qui n'ont qu'une seule obsession, c'est de taper sur la police. Ce sera de voter dans quelques mois pour votre sécurité et celle de vos enfants. Manifestement, il n'y a que ça à faire. Tous les autres commentaires qu'on entend dans la vie politique française, c'est pour taper sur la police nationale. C'est quand même extraordinaire. Alors qu'on voit des centaines d'individus qui brûlent dans l'impunité la plus totale et qui violentent. On va parler de la présidentielle. Il y a Julien Drey, Benjamin Griveaux, qui est proche d'Emmanuel Macron, qui ont dit hier que la dynamique, la vraie dynamique, est du côté de Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez la victoire possible en 2017, alors que tous les sondages vous donnent toujours battu au second tour de cette élection? Oui, je le crois. Je crois que la victoire est possible. Je pense qu'il y a une vraie dynamique populaire. Je pense qu'il y a des populations qui ne se tournaient pas vers nous encore hier, qui n'ont jamais voté pour nous et qui vont voter pour Marine dans 2 mois au premier tour, puis au second tour de l'élection présidentielle, comme une espérance. Voilà, ils ont découvert... Il y a quand même une grosse différence au second tour entre le candidat qui passerait et Marine Le Pen. Pour le moment, est d'ailleurs de moins en moins forte, et puis c'est dans quelques sondages. Vous savez, dans tous les 3 mois avant la victoire sur la Constitution européenne en 2005, la victoire du non, le oui était donné gagnant à 65-70%. Et pourtant, il a perdu, et le non a fait 55%. Vous voyez, nous, on incarne, je ne dis pas que c'est la même chose, mais pas loin. On incarne cette France qui veut vivre souveraine, libre, indépendante, qui veut défendre son modèle social et non pas le casser comme veut le faire M. Fillon ou M. Macron. Pourtant, cette France qui veut être prospère, qui veut être juste, qui veut être sûre, qui veut défendre son identité nationale. C'est tout cela que nous souhaitons défendre. Il y a toujours un problème de confiance. Seuls 38% font confiance à Marine Le Pen quand on interroge les Français pour être présidente de la République. Il y a les intentions de vote, il y a la confiance, il y a toujours quand même des plafonds de verre que vous n'arrivez pas à enfoncer. C'est énorme. Vous avez vu cette émission sur France 2 où elle a terminé l'émission et c'est elle qui a été jugée parmi les candidats actuels la plus convaincante. Devant Fillon, devant Hamon, et 38%, mais c'est déjà énorme. Vu le niveau de défiance... 1 ou 2%, donc on est dans la marge d'erreur par rapport aux autres. Vu le niveau de défiance des Français vis-à-vis de la classe politique française, il voit en Marine Le Pen une espérance. Monsieur Fillon, écoutez, il est empêtré dans ses affaires, mais surtout, moi je pense sa candidature était déjà en crise à cause de son programme, destruction de la sécurité sociale. Et on a vu qu'en parallèle, il avait été payé pour des conférences par AXA, un assureur privé qui bénéficierait de son programme de destruction de la sécurité sociale. Donc là, il y a un curieux mélange. Tout le monde a ses affaires. On peut parler des affaires du Front National et du Parlement européen. Sur son programme, il y a des choses terribles, l'augmentation de la TVA. Quant à M. Macron, peut-être que nous l'aurons au second tour, j'en suis pas certain, mais peut-être que nous l'aurons au second tour. Moi, je l'ai vu nous dire qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un programme à l'élection présidentielle, il voulait parler, lui, de mystique et de magie, et qu'il se reconnaissait même une certaine dimension christique. Finalement, on se demandait si Sylvain Durif, le Christ cosmique, serait candidat, mais peut-être qu'il s'est reconverti en Emmanuel Macron. Écoutez, il me fait penser de plus en plus à un gourou, moi. Moi, je le vois dans ses meetings. Il n'y a pas 3 gourous, finalement, dans cette élection présidentielle? Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, je vois Marine Le Pen qui parle en meeting de ses 144 engagements pour le pouvoir d'achat, la sécurité, l'indépendance de la France. Je vois M. Macron qui nous explique qu'il faut penser printemps, que l'argent ne se mange pas. Je vous assure, allez voir ces meetings, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Il y a un effet gourou. Voilà, il est parti ailleurs, on l'a perdu. Il est parti complètement ailleurs. En attendant, il n'a toujours pas de programme. Il est parti ailleurs, mais il est venu gagnant face à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Pour l'instant, il n'a pas de programme, il n'a pas d'idée. Il a simplement quelques soutiens, M. Minc, M. Attali, M. Berger. C'est-à-dire tout ce qui fait la politique française depuis 40 ans, à gauche et à droite, sans aucun succès. Et une partie des électeurs français, quand même. Oui, pour l'instant. Mais je suis certain que vous savez que les Français attendent quand même un programme, ils attendent quand même des idées, un projet pour la France, et ils ne se contenteront pas de grandes déclarations sur le fait que, sur la mystique, la magie ou le côté christique supposé d'Emmanuel Macron, qui probablement a pris la grosse tête. Alors pour passer ce plafond de verre de la présidentielle, il faut nouer des alliances, on imagine, puisque hier, Marine Le Pen a tendu la main à Henri Guénaud et Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que vous pensez que vous pourrez réussir à les faire venir à vous?
Nous le souhaitons. Selon la forme. Aujourd'hui, ils n'ont pas l'air très. Non, mais très selon la forme d'ailleurs qu'ils souhaiteraient, au moment où ils le souhaiteraient. Monsieur Dupont-Aignan est candidat à la présidentielle, il est tout à fait légitime pour l'être, il l'a déjà été, et personne ne lui demande de se retirer, mais qu'il réfléchisse déjà, je lui ai déjà dit cela, qu'il réfléchisse déjà à l'entre-deux tours. L'union des patriotes, vous savez, doit se faire parce qu'en face, nos adversaires, eux, ils savent s'unir. Vous savez, vous avez bien un combat, soi-disant, aujourd'hui, entre Hamon, Macron, Fillon, etc., Mélenchon. Donc vous essayez de passer une alliance de second tour. Non, mais ces gens-là, Hamon, Macron, Fillon, Mélenchon, se réuniront au second tour. Même si c'était Mélenchon, Fillon appellerait à voter Mélenchon, Fillon appellerait à voter Macron et réciproquement. On le sait déjà, tout cela. Fillon appellerait à voter Hamon. Bon. Par contre, Marine Le Pen, elle sera là, elle incarnera l'alternative patriote, souverainiste, et nous avons besoin, nous les patriotes, de nous unir. Or, des patriotes, il n'y en a pas simplement derrière Marine Le Pen, il y en a aussi chez M. Dupont-Aignan, il y en a aussi encore qui votent UMP et Parti Socialiste, et qui probablement se disent, écoutez, on ne peut pas continuer comme cela. Le mouvement du monde, c'est celui du retour des nations souveraines, des États libres, des indépendances nationales. Ça n'est pas de nous enfermer dans l'Union européenne, et il entend ce discours, Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, immigrationniste et ultralibéral. Parce qu'aujourd'hui, il ne veut pas d'alliance. Est-ce qu'il ça évolue de son côté? Je l'espère. Je pense que c'est un vrai patriote, un vrai amoureux de la France, un vrai gaulliste comme je le suis, ainsi qu'Henri Guénaud d'ailleurs. Henri Guénaud, moi je comprends depuis le début de sa campagne. Henri Guénaud, il a tout de suite donné une oui, mais écoutez, moi je comprends tout à fait ses critiques contre François Fillon, la brutalité de son programme, et puis il a rappelé son bilan de Premier ministre. Bon, je le comprends parfaitement. Maintenant, encore une fois, il veut être candidat. Je ne sais pas s'il aura ses signatures. Je lui souhaite à la limite. Mais ensuite qu'on réfléchisse au second tour, qu'on réfléchisse aussi aux élections législatives. On va écouter Christian Estrosi qui s'est exprimé au sujet de François Fillon ce matin. Et c'est vrai qu'il y a un profond malaise. Il y a des électeurs qui nous quittent tous les jours. Et je les entends. Je sens la colère qui gronde. Mais qui gronde à l'égard de toute la classe politique, de tous les candidats qui sont, dit-on, issus du système dont Madame Le Pen est la première. Et tout ce qui se passe en ce moment favorise la montée du Front National. Est-ce que ces électeurs-là de François Fillon, ils viennent à vous ? Probablement qu'il y a une partie des électeurs qui avaient été séduits un temps par la campagne interne des primaires de François Fillon, qui avaient peut-être cru à une forme de Mais vous nouveauté. le voyez, vous avez l'impression d'en récupérer, des déçus de François Fillon ? Nous voyons sur le terrain des électeurs qui votaient hier Fillon et qui maintenant vont voter Marine Le Pen, parce qu'il y a tout ce qui se passe, parce qu'ils se sont souvenus du bilan. Il a été 6 fois ministre et Premier ministre pendant 5 ans de Nicolas Sarkozy, et puis ils ont vu son projet. Je veux dire, ils ont vu son projet. Quand vous augmentez la TVA... Il y a 4,5 millions de personnes qui ont voté aussi pour ce projet-là, à la primaire de la droite. C'est-à-dire 8 ou 9% du corps électoral. Et peut-être même que parmi ces gens-là, il y a déjà aussi des déçus. Mais c'est vrai que là, on parle à toute la France. On ne peut pas proposer à la France de détruire la sécurité sociale. C'est pas possible. C'est constitutif aujourd'hui aussi de notre identité nationale, ce pacte social, ce pacte républicain. On ne peut pas le détruire comme cela. Pourquoi ? Pour faire plaisir à M. Juncker ou à Mme Merkel. Tout cela n'est pas acceptable. Enfin, lui conteste évidemment la destruction de la sécurité sociale. Il a parlé, lui, de désétatisation de la sécurité sociale. Je ne sais pas très bien ce qu'il y a de différent avec la destruction, puisque c'est un système qui, par définition, fonctionne parce qu'il est public. Alors les services de renseignement américains s'étonnent d'avoir la Russie qui serait intervenue dans l'élection de Donald Trump. On va écouter Richard Ferrand qui lui s'est exprimé et croit évidemment que les Russes pourraient s'intéresser aussi à la candidature d'Emmanuel Macron. Il y a des centaines, voire des milliers d'attaques sur notre système numérique, sur notre base de données, sur nos sites. Et comme par hasard, cela vient des frontières russes. Moyennant quoi, nous, ce que nous demandons solennellement, c'est que les plus hautes autorités de l'État se saisissent de ce phénomène pour garantir qu'il n'y aura pas d'ingérence d'une puissance étrangère dans notre vie démocratique. Voyez-vous, les Américains s'en sont aperçus, mais trop tard. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un risque d'ingérence des Russes dans l'élection présidentielle française ? Je crois que ce sont des gens qui ont beaucoup regardé James Bond. C'est les services de renseignement américains qui l'ont constaté. Oui, moi, vous savez, je connais aujourd'hui, s'il y en a, il faut se sécuriser. C'est le rôle de l'État de sécuriser. Vous n'avez pas d'attaque au Front National ? Nous avons en permanence des attaques. Je ne sais pas si ça vient des Russes également, ou pas, j'en sais rien. J'ai eu un rapport, là, nombreuses requêtes dans la soirée de vendredi à samedi sur le site Marine 2017, avec une adresse, par exemple, qui a envoyé 1097 requêtes vers le site en 8 minutes très exactement. Une adresse IP que j'ai d'ailleurs. On donnera l'adresse un peu plus tard. Mais... vous savez, ces gens-là oublient une chose, c'est que nous avons des preuves aujourd'hui sur le fait, et ça a été reconnu, que les services américains, eux, ils ont écouté la terre entière.
Les grandes oreilles américaines ont écouté les chefs d'État, y compris français, allemands, pendant des années et des années. Donc aujourd'hui, nous expliquer que le grand méchant loup, ce serait la Russie, ça fait un tout petit peu rire dans les chaumières, parce que s'il y a bien une puissance mondiale qui écoute tout le monde, ce sont les États-Unis. Et là, je n'ai pas vu malheureusement d'indignation, alors que c'est insupportable de savoir que notre chef d'État et nos gouvernements ont été écoutés par les services américains, par l'ambassade américaine tout près d'ici. Est-ce que Poutine pouvait quand même avoir un intérêt à ce que ce soit Donald Trump plus qu'Hillary Clinton, à ce que ce soit éventuellement Marine Le Pen? Je ne crois pas quels que soient les souhaits de Vladimir Poutine, ils sont en mesure de faire élire qui que ce soit, ni aux États-Unis, ni en France. Voilà. Donald Trump a été élu, je sais que ça déplaît à la caste, je sais qu'elle ne l'a toujours pas avalé, mais il a été élu. Comme le Brexit est passé au Royaume-Uni, je sais que la caste française l'a toujours pas supporté, mais c'est comme ça. Les Britanniques vont quitter l'Union européenne, ils l'ont choisi démocratiquement. Et si les Français veulent élire l'indépendance, veulent choisir l'indépendance nationale et non plus la tutelle européiste, parce que personne ne s'indigne des ingérences permanentes de Bruxelles et de l'Allemagne en France. Ça, c'est pas un problème. Comme Mme Merkel dit, comme Mme Merkel, mais ça n'autorise pas Mme Merkel à dire pour qui il faut voter ou pas voter en France. Mais ça n'indigne personne, c'est normal. Et quand M. Juncker dit il n'y a pas de choix démocratique en dehors des traités européens, tout le monde trouve ça normal, alors que c'est profondément antidémocratique. Dernière question, est-ce qu'une banque russe va vous prêter de l'argent pour cette campagne présidentielle? Je ne sais pas qui prêtera. J'ai vu ce matin que M. Macron allait bénéficier d'un prêt de 8 millions d'euros d'une banque française. On aimerait bien savoir laquelle. J'imagine que les journalistes vont lui demander. Et vous, d'où viendra l'argent? Comme ils ont l'habitude de le titiller par des questions pertinentes quand ils l'ont en face de lui. Nous, pour l'instant, nous n'avons pas de banque française. Donc vous n'avez pas de prêt aujourd'hui? Pour le moment, non. Mais il faudrait donc une loi pour obliger les banques françaises à prêter, parce que ça n'est pas à la grande finance de choisir ses candidats. Et la Russie ne souhaite pas vous prêter cette fois-ci? Mais vous aviez obtenu une banque russe, bien sûr. Oui, une banque privée tchéco-russe. Cette banque a fait faillite, donc vous voyez, on ne lui a pas porté chance. Donc je ne pense pas qu'elle pourra nous prêter. On cherche dans le monde entier. Je suis assez optimiste. Et vous n'avez pas encore trouvé, vous êtes optimiste. Mais posons-nous la question, des banques françaises, peuvent-elles faire l'élection? Peuvent-elles choisir qui est candidat? L'ami de la grande finance comme M. Macron? Ou ceux qui combattent la grande finance au bénéfice de l'économie réelle, doivent-ils être punis comme l'est Marine Le Pen? Est-ce que c'est ça la démocratie? Je crois pas. Merci Florian Philippot d'avoir été avec nous ce matin, député européen, vice-président du Front National. Très bonne journée à vous.